À 16 ans, Marie Stuart devint reine consort de France puis veuve un an plus tard. Elle retourna dans une Écosse transformée, où les seigneurs protestants défendaient une réforme durement acquise. De l'autre côté de la frontière, Élisabeth Ier trouva un équilibre entre peur et calcul. La diplomatie pouvait stabiliser deux royaumes, mais les rivaux voyaient dans l'incertitude une opportunité. Un mariage irréfléchi, un meurtre choquant et un partenariat contesté se succédèrent rapidement. Chaque geste rétrécissait son chemin. Le problème ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans l'accumulation des risques. La fin surviendrait le 8 février 1587 à Fotheringhay. Les prétentions de Marie sur l'Angleterre provenaient de sa grand-mère, Marguerite Tudor, sœur d'Henri VIII. En vertu du droit de sang, cette lignée plaçait Marie près de la succession anglaise, tandis que le testament d'Henri et les avocats anglais plaidaient en faveur d'Élisabeth Ier. Le litige ne fut jamais contesté devant les tribunaux. Il demeura politique. Cette revendication fit de Marie un risque permanent pour Élisabeth et une proie pour les alliés étrangers. À partir de ce moment, chaque choix en Écosse serait jugé à travers ce prisme: succession, mariage, aide étrangère et crainte d'une restauration catholique. Marie passa son enfance en France après ses fiançailles avec le dauphin. Elle apprit les langues, les cérémonies et les pratiques catholiques à la cour façonnée par Catherine de Médicis. La culture lui donnait confiance. L'éducation ménagère lui inculquait la discipline. L'Alliance française garantissait à l'Écosse une protection contre la pression anglaise. Elle liait également son identité à l'Europe catholique. Ces années donnèrent à Marie une attitude raffinée et des attentes fermes. Elles l'éloignèrent également des factions écossaises qui avaient évolué sous la Réforme, où les nobles protestants contrôlaient désormais la politique et le pouvoir local. Marie épousa François II en 1558 et devint reine consort de France en 1559. François mourut en décembre 1560. La couronne passa à Charles IX, sous la conduite de Catherine. Marie se retrouva veuve, jeune et sans rôle stable en France. Les conseillers débattaient de l'avenir. L'Écosse offrait une couronne et un défi. Le retour promettait l'autorité, mais aussi des risques dans un pays transformé par le leadership protestant. En 1561, elle choisit de partir. Cette décision la plaça directement au cœur de la politique écossaise, où la mémoire, la foi et les intérêts dictaient désormais les règles. Marie débarqua à Lys le 19 août 1561. Les lords de la congrégation avaient promu des réformes protestantes, et John Knox attirait l'attention du haut de sa chaire. La noblesse défendait le nouveau pouvoir, les villes, les nouveaux ordres ecclésiastiques. Marie maintenait la messe dans sa chapelle et évitait les renversements radicaux. Elle avait besoin de revenus, d'alliés et de temps. Le royaume avait besoin de calme. Chaque décision était surveillée par ses voisins et par Londres. La première tâche n'était pas la conquête ou un changement radical. La première était de survivre sans révolte immédiate, grâce à des nominations prudentes, des paroles mesurées et une retenue visible. Durant ses premières années en Écosse, Marie adopta une ligne modérée. Elle maintint l'ordre dans les régions frontalières, favorisa le mérite au conseil et maintint les contacts avec Élisabeth Ier. Elle utilisa les cérémonies pour afficher sa stabilité. Elle assura aux protestants qu'une messe privée ne signifiait pas un revirement public. Son demi-frère, Lord James, futur comte de Moray, était un partenaire essentiel. Pourtant, la coalition était fragile. Vieilles rancunes, nouvelles croyances et ambitions rivales traversaient les politiques. Le compromis fonctionna, mais seulement tant que la fortune tenait et que les seigneurs s'armaient de patience. En 1565, Marie choisit Henry Stuart, Lord Darnley, pour épouse. Grand, beau et de son royal par la lignée Lennox, il était petit-fils de Marguerite Tudor par sa mère, Margaret Douglas. Tout enfant né de cette union unirait les deux lignées Tudor. Cette union promettait un héritier fort et un renforcement des revendications anglaises. Elle offensa également de nombreux nobles et déstabilisa Élisabeth Ier. Darnley souhaitait une autorité égale à celle d'un roi, mais Marie refusa de la lui accorder. L'alliance initialement promise sombra dans la jalousie, l'orgueil et les erreurs de jugement. Les seigneurs protestants se révoltèrent puis se retirèrent. Le mariage survécut sur le papier tandis que la confiance s'effritait. En mars 1566, David Rizzio, secrétaire de Marie, fut assassiné à Holyrood House. Des hommes armés firent irruption dans la chambre à souper de la reine.
Darnley se rangea du côté des conspirateurs, qui estimaient que Rizzio influençait la politique et menaçait leur position. Ce meurtre choqua Édimbourg, terrifia Marie et révéla les divisions de la cour. Elle s'échappa du palais avec Darnley, reprit le contrôle et se réconcilia avec certains seigneurs. Mais la confiance au sein du mariage s'effondra. Ce crime privait la maison royale de toute sécurité et enseigna à chaque faction que la force pouvait remodeler la politique. Le 19 juin 1566, Marie donna naissance à un fils, Jacques. La dynastie semblait solide. Mais le mariage, lui, ne l'était pas. Le comportement de Darnley devint erratique et plein de ressentiment. Il recherchait les honneurs et le pardon sans se soucier des responsabilités. Marie envisagea des voies vers la stabilité et la protection. Certains seigneurs le mirent en garde contre de nouveaux troubles s'il restait proche du pouvoir. D'autres le mirent en garde contre le scandale si elle se montrait dure. La cour devint un lieu de calcul constant. Le jeune prince reprit espoir. Les parents, eux, s'enrichirent de suspicions, de distance et de surveillance publique. La rumeur entacha chaque couloir de Holyrood House. Le 10 février 1567, une explosion détruisit une maison à Kirkfield où logeait Darnley. Son corps fut retrouvé dans un verger voisin, apparemment étranglé. La rumeur identifia James Hepburn, comte de Boswell, et des complices anonymes. La couronne ouvrit une enquête, mais le processus fut bref et peu convaincant. Beaucoup n'y virent qu'un spectacle, pas un verdict. Marie se trouvait face à une crise sans issue. La justice risquait le chaos. Tout retard risquait le mépris. Chaque voix attirait désormais les blâmes, et chaque pas réduisait son influence politique tant au pays qu'à l'étranger. Boswell rassembla des nobles pour signer le pacte d'Ensley, exhortant la reine à l'accepter comme protecteur et époux. Les récits divergent sur la suite des événements. Certains affirment qu'il enleva Marie sur la route de Dunbar. D'autres affirment qu'elle accepta sa protection. Le dénouement fut le même. Le 15 mai 1567, Marie épousa Boswell après un divorce controversé. Cette union choqua l'Europe, provoqua la colère des seigneurs écossais et lia le destin de Marie à celui d'un homme fortement soupçonné. Sa coalition s'effondra en quelques semaines. Les seigneurs de l'opposition levèrent des forces et rencontrèrent la reine et Boswell près de Carberry Hill. Le 15 juin 1567, la négociation succéda à la bataille. Boswell s'enfuit sous un sauf-conduit. Marie se rendit aux seigneurs et fut placée en détention. À Édimbourg, la foule l'insulta tandis qu'elle était promenée dans les rues. Le mouvement prétendait défendre le royaume contre la mauvaise gouvernance et les conseils criminels. En réalité, le pouvoir passa aux mains d'un bloc qui préférait un roi mineur et une régence. L'autorité de Marie prit fin ce jour-là en pratique. Marie fut enfermée au château de Lochleven. Là, elle fit une fausse couche de jumeaux puis dut abdiquer. Le 24 juillet 1567, elle signa un acte nommant son fils Jacques VI. La couronne passa à une régence dirigée par le comte de Moray. Ses partisans négocièrent, complotèrent et attendirent. Marie écrivit, fit appel et étudia la possibilité de s'évader. La reine devint une prisonnière dont le nom suscitait encore loyauté et crainte. Le royaume évolua sous l'égide de conseils qui revendiquaient la légalité, l'ordre et une colonie protestante. En mai 1568, Marie s'échappa du Lochleven avec l'aide de fidèles serviteurs. Elle leva une armée et marcha sur Glasgow. À Langside, le 13 mai 1568, ses troupes furent mises en déroute par les forces régentes dirigées par Moray. Cette défaite mit fin à tout espoir de restauration rapide. Marie s'enfuit vers le sud. Elle traversa la frontière avec l'Angleterre et se soumit à Élisabeth Ier. Cet acte visait à obtenir la protection de sa parenté et de son rang. Il la plaçait également à la merci de la politique, du droit et des craintes sécuritaires anglais. Élisabeth ne reçut pas Marie à la cour. Des commissaires ouvrirent une enquête à York puis à Westminster sur les événements de 1567. Les lettres du cercueil furent présentées par les seigneurs écossais comme preuve de la culpabilité et des intentions de Marie. Marie nia les lettres, contesta la procédure et exigea une audience en face à face avec Élisabeth. Aucun acquittement ni condamnation ne suivit. Le résultat fut un jugement politique. Marie resta sous bonne garde. L'Angleterre évitait les précédents susceptibles d'affaiblir sa propre monarchie ou d'encourager une intervention ouverte. La captivité de Marie se déroula entre les maisons sous la surveillance des nobles. Elle écrivit aux cours étrangères, soutint le culte catholique en privé et maintint ses prétentions par correspondance.
Les autorités catholiques la considéraient comme une possible successeur en Angleterre ou comme un contrepoids à Élisabeth. Les ministres anglais percevaient le risque. Plus elle vivait, plus son nom attirait conspirateurs et agents. Les gardiens intensifièrent la surveillance. Les lettres chiffrées et les courriers se multiplièrent. L'espoir reposait sur une intervention extérieure, des alliances matrimoniales ou un changement de politique anglaise. Rien ne se produisit. Sa maisonnée se rétrécit et ses déplacements se réduisirent. Des complots se formèrent autour de la cause de Marie. Le complot de Ridolfi en 1571 proposait un débarquement espagnol et un mariage avec le duc de Norfolk. Le complot de Throckmorton en 1583 associait le soutien français, les catholiques anglais et l'action à Londres. Le complot de Babington en 1586 portait sur des lettres codées et un plan d'attaque contre Élisabeth Ier. Le réseau de Francis Walsingham intercepta des messages. Les historiens débattent de la part de pièges et de l'initiative. L'effet fut évident. Après 1586, les ministres affirmèrent que la présence de Marie rendait une conspiration violente plus probable et non moins probable. Marie fut jugée à Fotheringhay en octobre 1586, selon le droit anglais, pour conspiration contre la reine. Elle n'avait aucun avocat, ses papiers étaient limités et ses communications étaient restreintes. Elle arguait qu'en tant que souveraine sacrée, elle ne pouvait être jugée dans un autre royaume. Le tribunal a rejeté cette prétention. Ces lettres chiffrées, déchiffrées par des agents, constituèrent le cœur de l'affaire. Les commissaires prononcèrent un verdict de culpabilité. Le Parlement demanda l'exécution. Élisabeth retarda, puis signa le mandat. Ce procès résuma davantage la politique que la vérité. Le 8 février 1587, Marie fut exécutée dans la grande salle du château de Fotheringhay. Elle portait une robe sombre, un crucifix et un chapelet. Les témoins ont décrit son sang-froid, de brèves prières et un dernier appel à la foi. Lorsque le couperet tomba, l'Europe réagit. Les tribunaux catholiques protestèrent. Les écrivains protestants défendirent la nécessité. Élisabeth envoya une lettre de regret et congédia ses secrétaires, comme si le mandat d'arrêt avait été émis sans intention ferme. Cette mort mit fin à un danger en Angleterre. Elle marqua le début d'un héritage plus durable pour l'Écosse et pour le fils de Marie. L'image de Marie évolua avec le temps. Pour certains, elle resta une martyre catholique. Pour d'autres, elle incarnait une politique téméraire alliée à un jugement fragile. Son fils, Jacques VI d'Écosse, devint Jacques Ier d'Angleterre en 1603, après la mort d'Élisabeth le 24 mars 1603. Les deux couronnes furent réunies sous un même monarque, bien que les royaumes demeurèrent distincts. L'union par le sang réussit là où l'union par la politique avait échoué. Cet accord confirma l'influence durable de Marie. Sa vie retraça les coups de l'héritage, des rivalités et des conflits confessionnels entre deux royaumes.